One Piece récapitulatif numéro 8, le cap des jumeaux. Après avoir quitté précipitamment Lockton, la dernière île d'East Blue, les Mugiwara se rendent sur Grand Line. Mais avant ça, ils ont un dernier obstacle à passer, Red Line. Une question se pose alors pour les Mugiwara. Comment est-on censé traverser une montagne en bateau? Nami explique alors que les rumeurs racontent que de forts courants marins ont créé 4 canaux ascendants qui convergent vers le sommet de Reverse Mountain par chacune des faces, puis redescendent ensemble sur Grand Line. Cependant, durant ces explications, ils ont dérivé vers le sud et se sont retrouvés sur une des Calm Belt, ces mers peuplées de gigantesques monstres marins qui ne se privent pas pour rendre une petite visite aux Mugiwara. Mais le problème des Calm Belt, c'est surtout qu'il n'y a aucun vent, et qu'on ne peut donc pas y naviguer à moins de ramer. Et c'est ce que font les Mugiwara dès que ces terrifiants monstres marins replongent. Une fois revenus sur East Blue, ils se dirigent donc vers le canal ascendant et parviennent, non sans mal, à gravir Reverse Mountain. Mais ils ne sont pas pour autant au bout de leur peine. En effet, lors de la redescente vers Grand Line, ils aperçoivent une gigantesque baleine qui bloque leur chemin. Pour éviter de s'écraser dessus, Luffy lui tire dessus à bout portant avec le canon du Going Merry, ralentissant ainsi le bateau grâce au recul du canon. Mais ça ne suffit pas pour autant, et la proue du navire se casse en touchant la gigantesque baleine. Ils parviennent néanmoins à s'extirper de cette situation en contournant le cétacé. Du moins, c'était sans compter sur Luffy, qui, énervé que la proue de son Going Merry se soit cassée, frappe l'œil de la baleine d'un coup de poing élastique. Celle-ci les remarque alors et ouvre grand la gueule, aspirant ainsi le Going Merry dans son estomac. Luffy est alors éjecté du bateau, mais il parvient à monter sur le dos de la baleine. Malheureusement, elle décide de plonger. Luffy s'énerve contre elle, sans succès. Heureusement, il découvre une trappe sur son dos et s'y introduit au dernier moment. Pendant ce temps-là, le Going Merry est étonnamment parvenu sans dommage jusqu'à l'estomac de la baleine. Encore plus surprenant, ils y découvrent une mer de sucre gastrique avec une petite île dotée d'une maison. Ils font alors la rencontre de Crocus, un homme étrange qui est le gardien du phare du Cap des Jumeaux, comme est appelée l'arrivée du courant descendant de Reverse Mountain. Devant le scepticisme des Mugiwara, il leur explique qu'il a aménagé l'intérieur de la baleine, notamment en peignant les parois en ciel et en créant une porte de sortie. Mais il n'a pas le temps d'aller plus loin dans ses explications, car l'intérieur du cétacé s'agite brusquement. Les Mugiwara comprennent alors que la baleine se frappe violemment la tête contre Red Line, d'où les cicatrices sur son corps. Crocus se dirige alors vers la paroi de l'estomac, et les Mugiwara le soupçonnent de vouloir tuer la baleine pour abréger ses souffrances. Dans le même temps, Luffy, qui est entré à l'intérieur de la bête, est propulsé par son agitation dans les couloirs fabriqués par Crocus. Il tombe alors sur un large canal, mais ne peut pas s'arrêter pour autant. Il aperçoit 2 étranges personnages au bout du chemin, Mr. Nine et Miss Wednesday. Il les percute, les projetant ainsi tous les trois par une porte qui s'avère être la porte de sortie de la mer de sucre gastrique. Les Mugiwara, qui s'y dirigeaient justement pour sortir de la baleine, repêchent alors les 3 énergumènes. Ils s'aperçoivent en même temps que la baleine s'est calmée. Crocus réapparaît alors et leur explique qu'il a injecté du calmant au cétacé, déclarant en même temps qu'il ne laissera personne faire du mal à la baleine géante. Mais c'était sans compter sur Mr. Nine et Miss Wednesday, qui tirent des boulets de canon sur les parois de l'estomac avec des canons portatifs. Mais Crocus se jette sur la trajectoire des canons pour sauver la baleine. Luffy maîtrise alors les 2 voyous et les attache. Une fois rentré sur la petite île, Crocus, que les boulets de canon n'ont pas blessé, leur explique l'histoire de la baleine. Celle-ci s'appelle la Boone et est un spécimen de Whale Island, la plus grande espèce existante selon lui, et qui peuple habituellement les eaux de West Blue. Il y a plusieurs décennies, alors que Crocus gardait le phare du Cap des Jumeaux, des pirates sont arrivés par le courant descendant de Reverse Mountain, avec la Boone qui les suivait, à l'époque où il n'était encore qu'un jeune baleineau. Les pirates ont jeté l'ancre au phare pendant plusieurs mois pour réparer leur navire endommagé. Une fois prêts à partir, ils demandèrent à Crocus de garder la Boone, puisque naviguer sur Grand Line était trop dangereux pour ce baleineau. Ils promirent de venir le chercher lorsqu'ils auront fait le tour du monde, mais malheureusement, 50 ans passèrent depuis. Crocus leur explique également qu'il a un jour quitté son poste de gardien de phare pour naviguer 3 ans avec des pirates en tant que médecin, notamment pour découvrir ce qui était arrivé aux amis de la Boone. Malheureusement, il apprit qu'ils avaient fui Grand Line par les Calm Belt. Une fois rentré au Cap des Jumeaux, il expliqua à la Boone. Dans One Piece, les baleines comprennent les humains. Mais passons. C'est depuis ce jour que celle-ci se frappe la tête contre Red Line, comme pour dire à Crocus que ses amis se trouvent de l'autre côté et qu'ils ne tarderont pas à réapparaître. Quoi qu'il en soit, ils sortent tous du ventre de la Boone par le canal qu'a construit Crocus, et, une fois à l'air libre, les Mugiwara jettent Mr. Nine et Miss Wednesday à la mer, puisqu'ils comptaient, selon Crocus, tuer la Boone pour nourrir leur ville sur l'île voisine. Mais alors que Nami, Sanji, Usopp et Zoro continuent de discuter avec Crocus, Luffy monte sur la tête de la Boone, repère une plaie récente et lui plante le mât du Going Merry dedans. Oui, vous avez bien entendu, Luffy a arraché le mât de son propre bateau pour le planter dans une baleine. Alors évidemment, la Boone s'enrage et fonce sur la roche pour écraser Luffy, et c'est sans effet sur le pirate grâce à son corps élastique. Par contre, le mât s'enfonce un peu plus dans la tête de la Boone, et la baleine revient à la charge. Luffy se fait encore projeter, mais ce coup-ci il riposte avec un coup de poing dans l'œil, devant un Crocus dans tous ses états. Alors que les autres cherchent à comprendre la raison de l'attitude de leur capitaine, celui-ci hurle « match nul » et déclare à la Boone qu'ils vont devoir refaire le match un autre jour pour déterminer le plus fort des deux, en ajoutant que cet autre jour arrivera lorsqu'il aura fait le tour de Grand Line et sera revenu la voir. De plus, il peint sur la tête de la Boone l'emblème des Mugiwara, ou du moins quelque chose qui y ressemble.
expliquant que ça symbolise la promesse de se revoir pour s'affronter. Ainsi, la Boon ne peut plus se frapper la tête contre Red Line pour ne pas effacer cette promesse. Les Mugiwara s'activent alors pour préparer leur départ. Sanji prépare un festin, Usopp tente de réparer le mât que Luffy a arraché, tandis que Nami prépare un plan de navigation. Du moins, c'est ce qu'elle espérait, puisqu'elle ne savait pas que les boussoles normales ne marchent pas sur Grand Line. Crocus lui explique donc l'existence et le fonctionnement des logposts, et décide de lui donner le sien. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo One Piece Recap numéro 0 et regarder la rubrique technologie pour comprendre l'indispensable navigation sur Grand Line. Entre temps, Mr. Nine et Miss Wednesday observent les Mugiwara depuis un radeau. Ils sont attaqués par deux personnages encore plus bizarres qu'eux, Mr. Sourcine et Miss Friday, visiblement parce qu'ils n'ont pas réussi à tuer la Boon à temps. Une bombe explose alors sur eux, mais ils parviennent à atteindre la berge et se résoudent à discuter avec les Mugiwara. Ils leur demandent alors de les emmener à Whiskey Peak, leur ville originaire. Bien sûr, les Mugiwara leur demandent les raisons de cette demande, mais ceux-ci expliquent qu'ils font partie d'une organisation secrète et qu'ils ne peuvent donc rien dire. Crocus leur déconseille d'accéder à leur demande car ce sont des menteurs selon lui, mais surtout parce qu'il existe 7 chemins pour atteindre la moitié de Grand Line, et une fois embarqué sur un de ces chemins, on ne peut pas en changer. Le choix de la première île est donc très important. Mais Luffy s'en fiche et accepte d'emmener les deux énergumènes à Whiskey Peak. Les Mugiwara quittent ainsi le cap des jumeaux en promettant à la Boon de revenir la voir. Pour une fois, nous n'allons pas parler d'humains dans cette rubrique, et nous allons commencer par parler rapidement des monstres marins qui ont rendu visite aux Mugiwara lorsqu'ils ont malencontreusement dérivé sur l'une des Calm Belt. Ce qu'il faut en retenir, c'est bien sûr qu'il y a des gigantesques monstres marins dans ces deux mers qui bordent Grand Line, et donc que les Mugiwara sont maintenant obligés de continuer à naviguer sur Grand Line, mais ce n'est pas tout. Même si rien ne nous le laisse penser à ce moment-là, ces monstres marins sont loin, très loin même, d'être de simples monstres marins qui passaient par là. Et ce n'est pas pour rien que je vous dis qu'ils sont venus rendre visite aux Mugiwara. Bien sûr, je ne vais pas vous spoiler sur qui ils sont, quelle est leur importance ou leur rôle, mais retenez bien ces créatures, elles réapparaîtront un jour. L'autre élément à retenir est également une créature marine, et c'est bien sûr la Boon, autour duquel tout l'arc tourne. Et oui, même si on ne comprend pas encore pourquoi il prend autant de place, au sens figuré j'entends, on se doute que ça cache quelque chose. Pourquoi faire un flashback sur une baleine, la lier avec Luffy par une promesse qui ne pourra être réalisée qu'à la fin de son aventure, si c'est pour dire, un jour, Luffy aura fait le tour du monde. Je veux dire, c'est évident que les Mugiwara parviendront à faire le tour du monde, et qu'ils reverront les personnes qu'ils ont croisées. Mais même si on se doute qu'on reparlera de la Boon relativement rapidement, difficile de savoir pourquoi. Allez, je vous donne un petit indice, c'est lié à son flashback. Je vous laisse cogiter sur ça, et on en reparle dans 350 chapitres. Vous vous en doutez, si on n'en a pas parlé dans la rubrique à retenir, c'est que les 3 humains qui apparaissent dans ce petit arc nous réservent encore des mystères. Enfin, pour Crocus, dont on va commencer par parler, c'est surtout parce qu'a priori, il gardera son phare jusqu'à la fin de l'histoire pour veiller sur la Boon, en attendant que les Mugiwara reviennent le voir, et donc il ne devrait pas avoir de rôle important d'ici le dénouement de One Piece. Par contre, on va en entendre parler, et notamment à propos de la petite parenthèse qu'il a fait dans sa carrière de gardien de phare en tant que pirate. Effectivement, il a confié aux Mugiwara qu'il a suivi des pirates pendant 3 ans. Par contre, ce qu'il s'est bien gardé de leur dire, c'est qu'il connaissait Gold Roger. Et oui, je n'en ai pas parlé dans la partie résumée, mais lorsque les Mugiwara quittent le Cap des Jumeaux, il dit que Luffy dégage une aura particulière et qu'il a l'impression qu'il est celui qu'ils attendaient depuis longtemps, concluant son monologue par un « Tu ne trouves pas Roger ?» qui en dit long sur leur relation. Bon, ce sera confirmé plus tard, mais je ne prendrai pas le temps de revenir sur ce passage, et puis de toute façon c'est assez évident, Crocus a intégré l'équipage de Roger en tant que médecin lors de son tour du monde. Ce qui explique notamment que les boulets de canon des deux osios Mr. Nine et Miss Wednesday ne lui aient rien fait. En réalité, il a été bien plus qu'un simple médecin de bord, mais nous y reviendrons lorsqu'on en apprendra plus sur Roger et son incroyable épopée. Enfin, on va rapidement parler de Mr. Nine et de Miss Wednesday. Rapidement, tout simplement parce qu'on aura des explications sur leur identité et leur organisation dès le prochain arc. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là de l'histoire, c'est difficile de théoriser dessus. Tout ce qu'on peut dire, c'est que leur organisation est sans doute criminelle, vu leurs actes, leur silence sur celle-ci, et le sort qui est visiblement réservé à ceux qui n'accomplissent pas leur mission. Par contre, vu leurs noms et ceux de ceux qui les ont attaqués, on peut aussi se dire que c'est une organisation qui est très organisée, puisqu'elle fonctionne avec des noms de code, mais aussi qui semble être assez nombreuse, et ce sera effectivement le cas, puisque cette organisation sera au cœur de toute la saga. Bon, pas la peine de s'éterniser, on en saura bien plus dès le prochain arc. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc du Cap des Jumeaux. N'hésite pas à donner ton propre avis sur les questionnements en commentaire, mais, comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.